Quand les gendarmes ont ouvert la porte de la grotte ce matin d'octobre 2023, ils s'attendaient à trouver un corps. Ce qu'ils ont découvert à la place a défié toute logique médicale. Un homme vivant, conscient, qui avait survécu 91 jours dans l'obscurité totale. Mais ce n'est pas le plus troublant de cette histoire. Le plus troublant, c'est qu'il ne voulait pas être sauvé. Le 15 juillet 2023, Antoine Rousseau, 41 ans, professeur d'histoire dans un lycée de Toulouse, avait entrepris ce qu'il pensait être une randonnée ordinaire dans les Pyrénées-Orientales. Une boucle de 3 jours à travers le massif du Canigou, un itinéraire qu'il connaissait bien pour l'avoir parcouru une dizaine de fois au fil des années. Antoine était un randonneur expérimenté, méticuleux, le genre d'homme qui planifiait tout dans les moindres détails. Ce matin-là, il avait quitté son hôtel à Vernay-les-Bains sous un ciel parfaitement dégagé. Dans son sac à dos, 3 jours de vivres, 2 litres d'eau, une tente légère, un sac de couchage, une trousse de premier secours complète, son téléphone portable chargé, une batterie externe, et même une balise GPS de location. Il avait laissé son itinéraire détaillé à la réception de l'hôtel, avec les dates prévues de retour. Tout était parfaitement organisé. Les premières heures de marche se déroulèrent exactement comme prévu. Antoine progressait d'un bon rythme sur les sentiers bien balisés, croisant occasionnellement d'autres randonneurs avec qui il échangeait quelques mots. La chaleur était supportable à cette altitude, le paysage magnifique. Vers 14 heures, il avait atteint environ 2100 mètres, dans une zone de crête rocheuse offrant une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. C'est là qu'Antoine prit une décision qui allait changer sa vie. Il aperçut, légèrement en contrebas du sentier principal, ce qui ressemblait à une ouverture dans la roche. Une grotte, probablement. En tant qu'amateur d'histoire et de géologie, il était toujours fasciné par ces formations naturelles. Il décida de faire un détour rapide pour l'explorer. Juste 15 minutes, se dit-il. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Il descendit prudemment vers l'ouverture, son sac toujours sur le dos. L'entrée de la grotte était étroite mais praticable, masquée en partie par des buissons et des rochers. Cela expliquait pourquoi elle n'était pas mentionnée sur les cartes touristiques. Antoine sortit sa lampe frontale et s'engagea à l'intérieur. Le passage initial était un tunnel naturel d'environ 2 mètres de haut, légèrement descendant. Les parois étaient humides, couvertes de mousse. L'air sentait la terre et le minéral. Antoine avançait lentement, fasciné par les formations calcaires. Après une vingtaine de mètres, le tunnel s'élargissait pour déboucher sur une première salle d'environ 10 mètres de diamètre. Le plafond s'élevait à 4 ou 5 mètres, orné de stalactites impressionnantes. Antoine s'arrêta pour prendre quelques photos avec son téléphone. C'est à ce moment qu'il remarqua, au fond de la salle, une autre ouverture. Plus étroite celle-ci, mais qui semblait mener plus profondément dans la montagne. Sa curiosité l'emporta sur la prudence. Il décida de pousser l'exploration un peu plus loin. Il se faufila à travers cette nouvelle ouverture, qui l'obligeait à progresser courbé. Le passage tournait, descendait, remontait légèrement, formant un véritable labyrinthe naturel. Antoine marquait mentalement son chemin, confiant dans sa capacité à retrouver la sortie. Après tout, il suffisait de faire demi-tour et de suivre le même chemin en sens inverse. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que cette grotte était un système karstique complexe, avec de multiples embranchements et des passages qui se ressemblaient terriblement. Après 20 minutes d'exploration, quand il décida finalement de rebrousser chemin, il prit un mauvais tournant. Le passage qu'il croyait reconnaître le mena dans une direction complètement différente. Il s'en rendit compte quand il déboucha dans une salle qu'il était certain de ne pas avoir traversée à l'aller. Une salle plus grande, avec 3 ouvertures différentes. Antoine sentit les premiers frissons d'inquiétude. Il essaya de retrouver son chemin, testant chaque passage, mais chacun semblait le mener plus profondément dans le système de grotte. Il tenta d'utiliser son téléphone. Pas de réseau, évidemment. La fonction GPS ne fonctionnait pas à l'intérieur de la montagne. Sa batterie externe était dans son sac, heureusement. Il pourrait recharger son téléphone. Mais pourquoi faire sans signal? Antoine força sur le calme. Pas de panique. Il était intelligent, rationnel. Il suffisait de procéder méthodiquement. Il choisit une stratégie, toujours prendre le passage qui montait, en théorie pour se rapprocher de la surface.
Il marqua son chemin avec de petites piles de pierres à chaque intersection. Les heures passèrent. Antoine errait dans le dédale souterrain, montant, descendant, tournant. Ces marqueurs de pierre censés le guider devenaient confus car il passait et repassait aux mêmes endroits sans s'en rendre compte. La fatigue commençait à se faire sentir. Sa lampe frontale faiblissait. Quand la lampe s'éteignit complètement, Antoine comprit qu'il était dans une situation critique. Il s'assit dans le noir absolu, le dos contre la paroi rocheuse froide, et fit le point. Il avait encore une deuxième lampe dans son sac, plus petite. Des allumettes. Un briquet. Mais il devait économiser ses ressources. Il décida de rester immobile et d'attendre le matin. À la surface, les gens remarqueraient son absence et lanceraient les recherches. Sauf qu'à la surface, personne ne savait qu'il était entré dans une grotte. L'itinéraire déposé à l'hôtel indiquait un trajet standard sur les sentiers balisés. Cette grotte non cartographiée n'y figurait pas. Quand Antoine ne rentra pas à la date prévue, les recherches se concentrèrent sur les sentiers officiels, les zones de chute potentielles, les ravins. Personne ne pensa à chercher dans les grottes. La première semaine fut un enfer psychologique. Antoine alterna entre espoir et désespoir. Il rationna strictement ses vivres, une barre énergétique par jour, quelques gorgées d'eau toutes les heures. Il découvrit que dans certaines sections de la grotte, de l'eau suintait des parois. Elle avait un goût minéral désagréable, mais elle était potable. Cette découverte lui sauva probablement la vie. Il établit une routine pour conserver sa santé mentale. Il comptait les heures, même sans voir le soleil. Il récitait à voix haute des cours d'histoire qu'il enseignait. Il se racontait des histoires. Il parlait à sa famille absente, des conversations imaginaires qui le maintenaient connecté à la réalité. Mais le pire était l'obscurité. Une obscurité si totale, si absolue, qu'elle devenait une présence physique. Antoine économisait sa petite lampe de secours, ne l'allumant que quelques minutes par jour. Le reste du temps, il vivait dans un noir sans fin qui jouait des tours à son esprit. Il voyait des formes, des lumières qui n'existaient pas. Ses yeux créaient des hallucinations visuelles pour compenser l'absence totale de stimulation. Au bout de 2 semaines, ses provisions furent épuisées. Antoine entra dans une phase critique. La faim le tenaillait constamment. Mais étrangement, après quelques jours, la sensation de faim diminua. Son corps s'adaptait, entrant dans une sorte d'état de jeûne prolongé. Il perdait du poids rapidement, mais restait fonctionnel. Il découvrit des champignons poussant sur les parois humides de certaines sections. Il savait que manger des champignons inconnus était risqué, mais l'alternative était la mort par inanition. Il commença prudemment, testant de minuscules quantités, attendant de voir s'il tombait malade. Certains champignons le rendaient nauséeux. D'autres semblaient comestibles. Il apprit à les distinguer. Dans une section particulièrement humide, il trouva même de petits invertébrés, des sortes de cloportes cavernicoles. Répugnants, certainement, mais riches en protéines. Antoine, le professeur d'histoire raffiné qui dînait dans les bons restaurants de Toulouse, se retrouvait à manger des insectes crus dans le noir. La survie abolit toute délicatesse. Mais le plus étrange, c'est qu'après un mois, quelque chose changea Antoine. La terreur initiale, le désespoir, commencèrent à se transformer en quelque chose d'autre. Une sorte d'acceptation. Puis, encore plus surprenant, une forme de paix. Il réalisa qu'il n'avait plus peur. Il n'avait plus mal. La grotte était devenue son monde, son univers entier. Il cessa de chercher activement la sortie. Il établit un campement dans une section particulièrement confortable, une salle avec un sol relativement plat, de l'eau qui goûtait régulièrement d'une fissure, et des champignons comestibles à proximité. Il organisa son espace, créant presque une forme de maison souterraine. Antoine se découvrit des capacités insoupçonnées. Dans le noir complet, ses autres sens s'étaient développés de manière extraordinaire. Il pouvait se déplacer sans lumière dans les sections qu'il connaissait bien, guidé uniquement par le toucher et l'écho de ses pas. Il percevait les courants d'air subtils qui indiquaient les passages. Il entendait le moindre goutte d'eau, le moindre craquement de la roche. Il perdit la notion du temps. Les jours et les nuits n'existaient plus. Il dormait quand il était fatigué, mangeait quand il avait faim,
explorait quand l'envie lui venait. Une existence primitive, animale presque, mais curieusement libératrice. Toutes les contraintes de sa vie d'avant, les horaires, les obligations, les attentes sociales, avaient disparu. Il était réduit à l'essence même de l'existence, respirer, boire, manger, dormir. À la surface, les recherches officielles s'étaient arrêtées après 3 semaines. Antoine Rousseau fut officiellement déclaré disparu, présumé mort. Sa famille organisa une cérémonie commémorative. Ses collègues du lycée parlèrent de lui au passé. Sa vie fut emballée, rangée, archivée. Le monde avait tourné la page. Mais dans sa grotte, Antoine vivait. Il avait perdu peut-être 25 kilogrammes. Sa barbe avait poussé longue et emmêlée. Ses vêtements tombaient en lambeaux. Mais il était vivant. Et quelque part dans son esprit transformé par l'isolement, il n'était pas malheureux. Il développa même une forme de routine contemplative. Il passait des heures assis dans le noir, méditant sur sa vie passée. Il revoyait chaque moment important, chaque choix, chaque relation. L'obscurité devenait un écran sur lequel il projetait ses souvenirs avec une clarté extraordinaire. Il comprenait des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais comprises dans le tumulte de la vie normale. Il réalisa qu'il avait passé 41 ans à vivre selon les attentes des autres. À être le fils parfait, l'étudiant modèle, le professeur consciencieux. Mais qui était vraiment Antoine Rousseau? Dans cette grotte, dépouillé de tous les rôles sociaux, il découvrait peut-être sa vraie nature. Les semaines devinrent des mois. Juillet passa, puis août, puis septembre. Antoine survivait avec une efficacité qui l'aurait lui-même étonné 3 mois plus tôt. Il connaissait maintenant chaque recoin de son territoire souterrain, un réseau d'environ 15 salles interconnectées qu'il avait nommées dans sa tête. La salle du lac, où s'accumulait une petite flaque d'eau, la cathédrale, avec son haut plafond orné de stalactites, le jardin fongique, où poussaient ses champignons. Il avait même créé une forme d'art. Avec des pierres pointues, il gravait des marques sur les parois. Pas des appels à l'aide ou des comptes de jour. Non, des dessins, des motifs géométriques, des textes philosophiques. La grotte devenait sa toile, son journal intime minéral. Début octobre, quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de spéléologues catalans, membres d'un club d'exploration souterraine, avait entrepris l'exploration systématique des grottes non cartographiées des Pyrénées-Orientales. Ils avaient repéré l'entrée de la grotte d'Antoine, cette ouverture discrète que les randonneurs ordinaires ne remarquaient pas. Équipés professionnellement de casques avec lampes puissantes, de cordes, de matériel de cartographie, ils s'enfoncèrent dans le système. Ils progressaient méthodiquement, dessinant des plans, prenant des mesures. Après 2 heures d'exploration, ils atteignirent une section qu'ils baptisèrent provisoirement salle 7. Et là, leurs lampes révélèrent quelque chose d'absolument stupéfiant. Des marques sur les parois. Pas des marques géologiques naturelles. Des gravures manifestement humaines. Des textes en français. Des dessins. Et au centre de la salle, une forme humaine, accroupie, qui se protégeait les yeux de la lumière soudaine. Les spéléologues se figèrent, choqués. L'homme devant eux était presque méconnaissable comme humain. Squelettique, couvert de crasse, les cheveux et la barbe formant une masse emmêlée, les vêtements réduits à des haillons. Il ressemblait à quelque créature mythologique, un troll de grotte tout droit sorti d'une légende. Mais le plus troublant fut sa réaction. Il ne semblait ni soulagé ni joyeux. Il semblait contrarié, presque en colère. Il se recula contre la paroi, criant quelque chose dans une voix rauque qu'ils ne comprirent pas immédiatement. Quand leurs oreilles s'ajustèrent, ils réalisèrent qu'il criait « Partez! Laissez-moi tranquille! Je ne veux pas sortir !» L'un des spéléologues, Miguel, s'approcha prudemment. « Monsieur, nous sommes là pour vous aider. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais l'homme secoua vigoureusement la tête. « Je suis déjà en sécurité. Ici, c'est ici ma place. Dehors, c'est le chaos, le bruit, les obligations. Ici, j'ai trouvé la paix. » Miguel contacta les secours par radio. La situation était délicate. Techniquement, un adulte sain d'esprit a le droit de refuser d'être secouru. Mais cet homme était-il sain d'esprit?
3 mois d'isolement dans le noir total avaient manifestement affecté sa psyché. Les gendarmes et une équipe médicale furent alertés. L'extraction prit plusieurs heures de négociations délicates. Antoine, car c'était bien lui, confirmé par ses papiers d'identité retrouvés dans son sac déchiré, alternait entre plaidoyers passionnés pour qu'on le laisse et moments de confusion totale. Les médecins qui descendirent dans la grotte diagnostiquèrent un état de détachement psychologique extrême, aggravé par la malnutrition et probablement des hallucinations. Finalement, ils durent le convaincre en douceur, promettant qu'il pourrait revenir s'il le souhaitait vraiment, que personne ne le forcerait à quoi que ce soit. Antoine accepta à contre-cœur de les suivre, mais insista pour emporter certaines de ses possessions, des pierres qu'il avait gravées, des champignons séchés, même un peu de l'eau de la grotte dans sa gourde. La remontée vers la surface fut éprouvante. Antoine n'avait pas vu la lumière naturelle depuis 91 jours. Quand ils émergèrent enfin de la grotte en fin d'après-midi, le soleil, même tamisé par des nuages, le brûla comme du feu. Il cria, se couvrit les yeux, pleura de douleur. Les médecins durent lui bander les yeux et le garder dans l'obscurité relative pendant plusieurs heures pour permettre à sa vision de se réadapter progressivement. L'histoire fit les gros titres internationaux. Professeur retrouvé vivant après 91 jours dans une grotte, titrait Le Monde. Le survivant qui ne voulait pas être sauvé, annonçait Elle paie. Les médias se pressaient pour obtenir des interviews, des détails. Comment avait-il survécu? Qu'avait-il mangé? À quoi avait-il pensé? Antoine fut hospitalisé au CHU de Perpignan. Le bilan médical était stupéfiant. Il avait perdu 27 kg, passant de 82 à 55 kg. Son corps était entré dans un état de cétose extrême, brûlant ses réserves de graisse puis, partiellement, sa masse musculaire. Ses yeux avaient subi des dommages dus à la privation prolongée de lumière, nécessitant des semaines de traitement. Il était déshydraté, anémié, carencé en multiples vitamines. Mais miraculeusement, ses organes vitaux fonctionnaient encore. L'évaluation psychiatrique révéla un tableau complexe. Antoine n'était pas psychotique. Il ne délirait pas. Mais il avait développé ce que les spécialistes appelèrent une adaptation dissociative profonde à l'isolement extrême. Son cerveau, pour faire face à une situation insoutenable, avait fondamentalement réorganisé sa perception de la réalité et de lui-même. Sa famille vint le voir, pleurant de joie et de soulagement. Sa mère le serra dans ses bras, son père lui tapota maladroitement l'épaule. Mais Antoine les regardait presque comme des étrangers. Il reconnaissait intellectuellement qui ils étaient, mais la connexion émotionnelle semblait absente, ou du moins très affaiblie. Il répondait poliment à leurs questions, mais semblait distant, ailleurs. Les semaines de réadaptation furent difficiles. Antoine devait réapprendre à vivre dans le monde normal. Les bruits de l'hôpital le terrorisaient. Le simple bip d'une machine médicale le faisait sursauter violemment. La lumière artificielle des néons lui donnait des migraines atroces. Il dormait très mal, se réveillant en panique dans sa chambre éclairée. Il demandait constamment qu'on éteigne les lumières, qu'on ferme les rideaux. Il se sentait plus à l'aise dans le noir. Les infirmières le trouvaient parfois assis par terre dans le placard de sa chambre, la porte fermée, méditant dans l'obscurité. Son psychologue nota que la grotte était devenue pour lui une sorte de matrice primordiale, un espace sur dont le monde extérieur ne pouvait rivaliser. Mais lentement, très lentement, Antoine commença à se reconnecter. Les séances de thérapie intensive l'aidèrent à traiter le trauma. Il parla pendant des heures de son expérience, non pas avec horreur, mais avec une sorte de révérence mystique. « J'ai touché quelque chose là-bas », disait-il. « Quelque chose que peu de gens touchent dans toute leur vie. Une vérité sur l'existence, sur qui nous sommes vraiment quand tout est enlevé. » 3 mois après son sauvetage, Antoine fut jugé suffisamment stable pour quitter l'hôpital. Mais il ne retourna pas à sa vie d'avant. Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. L'idée de retourner enseigner dans une salle de classe bondée, bruyante, sous des néons artificiels, lui semblait insupportable. Il déménagea dans une petite maison isolée dans les montagnes, loin de toute ville. Une maison simple, rustique, avec l'électricité mais qu'il utilisait à peine. Il vivait principalement à la lumière des bougies. Il cultivait ses propres champignons, jardinait, vivait simplement. Il avait conservé certaines habitudes de la grotte,
de longues périodes de silence et de méditation dans l'obscurité, une alimentation minimale, un détachement des possessions matérielles. Il écrivit un livre sur son expérience, intitulé 91 jours dans le ventre de la Terre, comment j'ai perdu ma vie et trouvé mon âme. Le livre devint un phénomène, traduit en 30 langues, vendu à des millions d'exemplaires. Mais Antoine donna la quasi-totalité des droits d'auteur à des œuvres caritatives. L'argent ne l'intéressait plus. Il donna quelques conférences, toujours dans des salles faiblement éclairées, parlant de son expérience non pas comme d'un calvaire mais comme d'une transformation spirituelle. Certains le vénéraient comme une sorte de gourou moderne. D'autres pensaient qu'il était encore psychologiquement endommagé. Lui-même ne se souciait guère de ses opinions. 1 an après son sauvetage, Antoine fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il retourna à la grotte. Avec l'autorisation des autorités et accompagné de spéléologues professionnels par sécurité, il descendit à nouveau dans le système souterrain. Il passa 3 jours là-bas, dans ce qui ressemblait à un pèlerinage personnel. Quand il ressortit, il sembla plus en paix que jamais. « J'avais besoin de me réconcilier avec cet endroit », expliqua-t-il. De lui dire merci et au revoir. C'était mon temple pendant 3 mois. Il méritait que je revienne, consciemment cette fois, pour honorer ce qu'il m'a enseigné. Aujourd'hui, plusieurs années après les faits, Antoine vit toujours sa vie simple et isolée. Il a quelques amis proches, maintient un contact minimal avec sa famille. Il a trouvé un équilibre entre le monde souterrain qu'il a transformé et le monde de surface où il doit vivre. Il médite quotidiennement, pratique un mode de vie ascétique, et semble en paix d'une manière que peu de gens atteignent. Les Pyrénées gardent leur secret. La grotte où Antoine a vécu 91 jours a été officiellement cartographiée et porte maintenant son nom, la grotte Rousseau. Certains la visitent, curieux de voir cet endroit extraordinaire. Sur les parois, on peut encore voir les gravures qu'Antoine a faites, préservées maintenant comme une sorte d'art rupestre moderne. Des experts en psychologie de la survie étudient encore son cas. Comment un homme ordinaire a-t-il pu non seulement survivre mais se transformer dans des conditions aussi extrêmes? Qu'est-ce que cela nous dit sur la plasticité de l'esprit humain, sur notre capacité d'adaptation, sur la nature de l'identité elle-même? Pour Antoine, ces questions académiques importent peu. Il a appris que parfois, se perdre complètement est la seule façon de se trouver vraiment. Que dans les ténèbres les plus profondes, une lumière différente peut naître. Que la grotte n'était pas sa prison, mais son chrysalide. Et parfois, dans sa maison de montagne, quand la nuit est particulièrement noire et silencieuse, Antoine ferme les yeux et retrouve instantanément cette sensation. Le froid de la pierre contre son dos. Le son de l'eau qui goutte. L'obscurité absolue. Et il sourit, sachant que cette partie de lui vivra toujours sous terre, dans le ventre silencieux de la montagne.